Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog d'ailleurs qui a mis un petit peu de temps à vous parvenir, j'espère que ça vous va. J'ai pris du temps sur le montage donc je n'ai pas pu vous le poster avant. On commence avec une soirée cosy et une recette dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo favori. C'est une soupe de butternut à laquelle j'ajoute un oignon ainsi que l'ingrédient phare du morbier qu'on vient faire fondre dans de la crème et qu'on mélange ensuite à sa soupe, un délice. On continue ensuite avec une petite soirée jeu, notamment un jeu que j'ai découvert tout récemment sur Switch, ça s'appelle The Last Campfire et on doit aider le personnage à l'écran à aller secourir des braises mélancoliques, donc des petits personnages qui se sont un petit peu perdus en chemin et donc on vient raviver leur flamme en faisant des puzzles, des énigmes. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve visuellement très beau, très mignon, j'aime beaucoup l'ambiance, bref, une bonne découverte et je vous le recommande. En ce moment, je suis en train de regarder une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle Un jour et qui est inspirée de ce livre-là de David Nichols qui s'appelle aussi Un jour, qui est l'un de mes livres préférés. Je l'ai lu il y a plus de 10 ans maintenant. Je me souviens parce que je l'avais amené avec moi lors de mon voyage en Irlande avec mes parents et j'avais, je pense, 21 ans. Et ça reste vraiment une histoire que j'aime beaucoup. Le film aussi, vous avez en fait la couverture du livre qui est tirée du film qui a été adapté de ce livre-là, qui est un de mes films un peu un go-to quand j'ai envie de regarder quelque chose, j'avais envie de dire douillet, mais c'est pas vraiment. C'est un film qui est un petit peu mélancolique, donc c'est pas toujours ultra réconfortant, mais c'est une histoire que j'aime bien et que je regarde régulièrement. Là, ça me donne vraiment envie de relire le livre. Je sais en fait que ce livre, je le relirai sans doute, peut-être même plusieurs fois dans ma vie. Quand je l'ai terminé, je savais que j'allais relire ce livre. Et là, je suis en grosse hésitation parce que je vous l'ai dit dans le vlog précédent, j'ai envie de tenter le challenge Février Tapal, qui est lancé donc par Alexandra de la chaîne Alex Bouquin Prada. Mais du coup, voilà, c'est un livre que j'ai déjà lu, donc qui n'est pas dans ma palle, de 1. Et en plus, c'est un livre qui fait, il fait plus de 600 pages. Donc clairement, ça entre pas vraiment dans les lignes du challenge. Donc je sais pas si je le lirai tout de suite, d'autant plus que là, je suis à 2 épisodes de la fin de la série, donc j'ai encore, disons que je suis encore bien dans l'histoire, donc est-ce que c'est une bonne idée de le lire tout de suite après? Est-ce que ça va faire redite ou pas? Est-ce que ça va me lasser? Je sais pas. Donc peut-être que je le relirai dans les prochains mois, peut-être que je le relirai cette année. Je peux me lancer c'est pas un défi, mais je peux essayer de faire ça. J'avais peur en commençant la série, parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Alors je me souviens plus de tous les détails parce que je l'ai lu qu'une seule fois et c'était il y a plus de 10 ans. Mais par contre le film je le regarde au moins une fois par an. Même si ça fait un petit moment d'ailleurs que je l'ai pas revu. Donc je le connais bien, je connais bien les personnages, ce qui leur arrive, l'enchaînement, etc. Et du coup j'avais peur parce que je suis très attachée au film. Et en fait j'ai complètement accroché à la série. Ça va un petit peu plus dans le détail. Et vraiment je trouve qu'ils ont vraiment bien joué. Ça dénature pas... Enfin, je veux dire... Même si on connaît bien le film, ça n'empêche pas d'apprécier la série, je pense. C'est pour ça aussi que j'aimerais relire le livre bientôt, parce que je me dis que il faudrait que j'ai encore la série un petit peu en tête pour un peu comparer. C'est un vlog qui va être un petit peu particulier, parce que dans 2 jours, on part en vacances, en voyage. Je ne vous dis pas encore où, pour vous laisser un petit peu le suspense. Donc en vrai, je vais pas forcément écrire, parce que là, je suis occupée à faire les bagages, à faire du tri, etc. Enfin... Bref, je n'ai pas la tête à l'écriture. D'ailleurs, ça fait plusieurs jours que je n'ai pas la tête à l'écriture. Ça ne veut pas dire que j'abandonne complètement, c'est juste que là, je me laisse un petit peu de temps et peut-être qu'en rentrant de mon voyage, ça m'aura donné suffisamment d'inspiration pour continuer mon manuscrit. Mais pour l'instant, je vais faire une petite pause. En ce moment, je suis en train de lire le tome 5 des Carnets de l'apothicaire. Là, pareil, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser, donc j'en suis à un peu en dessous de la moitié. Ça me plaît toujours autant, j'aime beaucoup les designs, j'aime beaucoup les personnages, même si je trouve que l'intrigue est parfois un petit peu floue. On n'arrive pas toujours à suivre exactement ce qui se passe et c'est parfois un peu déroutant. D'autant que là, on arrive un petit peu dans un... Enfin, là où j'en suis, il y a beaucoup de politique, parce que ça se passe dans le palais impérial, donc forcément, il y a des choses un petit peu qui ont attrait à la politique. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de replonger dans cette histoire. Donc j'espère le terminer avant de partir du coup en voyage. Et j'ai aucune idée de ce que je vais amener avec moi par la suite. Il y a une lecture aussi dont je vous ai pas encore parlé. Je l'ai terminée juste après le dernier vlog. C'est donc La Saison des Monarques. C'est une BD de Sophie Andriensen, Sophie Rouvier et Matou, publiée chez First. J'ai beaucoup aimé cette BD. C'est une BD qui m'avait été envoyée en service presse il y a quelques temps. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire qui est tendre, qui est douce,
et qui fait du bien en fait. Il y a un petit côté... c'est une histoire un petit peu de reconstruction et je trouve que du coup le côté papillon est très présent dans le livre, mais en même temps je trouve que c'est une jolie métaphore de transformation, de changement, etc. Et c'est un petit peu la thématique principale de ce livre. Je vais pas vous en dire trop en fait, je vais pas vraiment vous raconter de quoi ça parle parce que moi je savais plus vraiment de quoi ça parlait quand je l'ai commencé et du coup je me suis laissée surprendre et ça a participé à mon plaisir de lecture. Donc voilà, si jamais vous avez envie de lire une histoire douce, une histoire de transformation, de changement, de reconstruction, n'hésitez pas. Bon, et puis je vous avais dit dans le dernier vlog que dans le challenge Février Tapal, on avait trois grands axes. Le premier, donc faire du tri dans sa bibliothèque, ça c'est fait. Le deuxième, essayer de lire un maximum de livres, donc relativement courts pour justement essayer de réduire sa palle au maximum. Et le troisième, c'était éviter d'acheter des livres. Et je vous le donne en mille. J'ai acheté des livres. Enfin j'ai acheté un livre pratique, donc ça rentre pas vraiment dans ma pile à lire, et un roman. Bon, ça pour le coup ça rentre dans ma pile à lire. Mais bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de livre, donc ça m'a fait très plaisir de m'offrir ce livre-là, dont j'entends un petit peu parler en ce moment sur les réseaux sociaux, et en fait ça m'a fait très envie. Ça s'appelle L'Encyclopédie féerique d'Emily Wilde, publié chez Sabran, je ne connais pas cette maison d'édition, et c'est écrit par Heather Fawcett. Je ne sais pas comment ça se prononce. C'est une histoire fantastique où on va suivre une jeune femme qui essaie de répertorier un petit peu, enfin, qui essaie de créer donc la fameuse encyclopédie féerique, donc sur le monde des fées, etc. Et je ne sais pas vraiment ce qui lui arrive en fait, je me rends compte. J'ai lu le résumé mais j'ai complètement oublié. Je crois qu'elle va se rendre dans un village nordique, ils disent, pour étudier ce qui s'appelle les recluses, donc des fées très rares dans le monde, et elle va forcément faire la rencontre d'un professeur, un rival, et je présume que c'est une romance fantastique, un petit peu, je pense que aussi c'est du cozy fantasy un petit peu, et j'aime beaucoup ce genre littéraire là. Je commence à en lire quelques-uns, donc je me suis laissée tenter, et en vrai j'ai très envie de le commencer. Est-ce que c'est une bonne idée, sachant que c'est un grand format, que je vous l'ai dit je pars en voyage, et qu'on est assez limité en termes de bagages. Donc je sais pas si c'est une bonne idée. Je comptais amener des poches, mais en vrai, celui-là me tente vraiment beaucoup. Dites-moi si vous en avez entendu parler. En tout cas, moi, il me tente. Le deuxième livre, c'est un livre pratique. C'est celui-ci. Comment peut-on sincèrement résister à ce livre? Je ne sais pas. Quand on s'intéresse au tricot et au crochet, un livre pour faire donc des petites poupées. Regardez-moi ça. Si c'est pas mignon. Des petites poupées en tricot et crochet. Là ça m'intéresse parce que moi j'ai commencé à apprendre le tricot. J'ai un kit pour faire un sac en granny square, vous savez ce sont les petits carrés assez typiques, voilà, à faire au crochet, mais je n'ai encore pas expérimenté le crochet. En tout cas ça m'intéressait qu'il y ait du tricot dans ce livre là, parce que c'est vrai que souvent les petits amigurumi, vous savez les petits animaux en crochet, les poupées, etc. C'est souvent du crochet et moi j'aime vraiment beaucoup du coup le tricot en ce moment. Et donc là voilà, ça mélange un peu les deux, donc ça me plaît plutôt bien. Vous voyez ici vous avez un petit sommaire de toutes les tenues, de toutes les poupées qu'on peut faire et c'est franchement trop mignon. Peut-être que dans les prochains mois je me lancerai dans la confection de petites poupées. Pourquoi pas, parce que je trouve ça vraiment trop beau. Il y a même un petit patron pour faire des chaussettes pour des poupées. Voilà, moi qui adore faire des chaussettes en ce moment, je pense que la boucle est bouclée. Voilà donc pour mes petits achats. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire de me suivre dans ce vlog un petit peu particulier puisque je vous amène avec moi en voyage. Je vais filmer par contre avec mon téléphone parce que je n'aurai pas la place d'amener ma caméra. Bref, en tout cas, on va partir ensemble. J'espère que ça vous plaira. J'ai réussi à programmer les 2 dernières vidéos de février, donc normalement vous les avez déjà vues, ou du moins elles sont déjà disponibles sur la chaîne, puisque je pense que ce vlog sera posté début mars. Enfin c'est pas je pense, c'est je suis sûre, parce que je n'aurai pas le temps de le faire avant, dans tous les cas. Et je suis contente d'avoir réussi à filmer, à faire le montage et à programmer ces vidéos avant mon départ, parce que on part en vacances demain. Ma valise est quasiment prête. Et je vais pouvoir amener quelques livres puisque j'ai un petit peu de place. Alors quelques. J'en ai sélectionné 3. Je ne sais pas si je lirai les 3, mais en tout cas j'ai au minimum 4 heures d'avion aller et 4 heures d'avion au retour. Donc dans tous les cas j'aurai de quoi lire. Après est-ce que je lirai sur place?
Honnêtement, j'en sais rien, donc on verra. Je vous ai dit que j'avais très envie de lire celui-ci, l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, donc je vais le prendre avec moi. Je pense même que je vais le commencer tout bientôt. Je vais prendre également Un léger malentendu de Rose Mia. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog où je vous disais que j'avais très envie de lire une romance qui se passe en été parce que j'ai besoin de soleil. Et d'ailleurs, je vais chercher le soleil, du moins j'espère très fort que la météo sera clémente avec nous. Donc dans tous les cas, je prends cette petite romance avec moi et j'ai très envie également de lire un Ito Ogawa. Donc là j'ai sorti Le restaurant de l'amour retrouvé, publié chez Piquier Poche. Alors c'est une édition qui est un petit peu abîmée parce que je l'ai acheté d'occasion. J'ai même une page déchirée à l'intérieur, mais écoutez, je m'en fiche très honnêtement de l'état de mon livre. Moi ce qui m'intéresse c'est le contenu et j'avais très envie de retrouver la plume d'Ito Ogawa. Alors pour ceux qui ne situent pas vraiment, c'est l'autrice de La papeterie de Tsubaki que j'avais adoré, qui était un de mes coups de cœur de l'année dernière. Je possède La République du Bonheur, qui est donc la suite directe de ce livre-là, mais qui est un petit pavé quand même, et donc j'avais envie de lire un petit livre parce que tous se font quand même, alors lui il fait 250 pages à peu près. Ici on a un peu plus de 400, 438, 439, et ici on a 380 à peu près. Donc on n'est pas vraiment dans l'idée de lire des petits livres parce que c'est vrai que l'un des axes du challenge février Tapal d'Alex Bouquin Prada, c'est d'essayer de lire le plus possible. Alors elle va essayer de lire un livre par jour et pour ça elle se donne un défi de lire des livres de moins de 200 pages, que ce soit des romans ou bien des BD, des graphiques, des mangas. Du coup bon, ces trois là pour moi ne rentrent pas dans ces catégories là, mais je me dis que je vais avoir du temps pour lire et que j'ai envie de les lire ceux-là. Donc je vais pas forcément me limiter parce qu'ils ils font plus de 200 pages. Je pense que voilà, je ne lirai pas beaucoup plus au mois de février dans tous les cas. Donc déjà si j'ai lu 1, 2 ou les 3, écoutez, ça me va très très bien. Et on se retrouve à l'aéroport où j'ai largement eu le temps de commencer ma lecture en cours puisque notre avion avait 2h30 de retard. On a même lancé une session de jeux de société. On a finalement pu embarquer et il est grand temps pour moi de vous révéler notre destination. Nous sommes allés à Chypre, une destination qui me faisait envie depuis très longtemps et j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Le lendemain, on s'est levé un petit peu tard et donc en sortant du Airbnb, on est simplement allé au restaurant. Un restaurant assez atypique puisqu'il y avait plein d'inscriptions sur les murs. On a même remarqué l'autographe d'une célébrité française. Est-ce que vous saurez reconnaître qui c'est ? On a commencé par visiter le fort de Paphos, qui est à la base une construction byzantine mais qui a servi pendant plusieurs siècles. Il n'y avait pas grand chose à voir à part en fait la vue tout simplement, mais c'était plutôt agréable. Ensuite, on s'est rendu au site de Nea Paphos. Donc là, c'est le site historique où il y a vraiment beaucoup de choses à voir, notamment de très très belles mosaïques. Certaines présentent un petit peu des formes géométriques, tandis que d'autres sont encore plus détaillées, très colorées et dont les tesselles sont si fines qu'on dirait presque des peintures en fait. Celle-ci que vous avez sous les yeux représente des scènes de la mythologie. Donc évidemment, ça m'a énormément plu. Alors j'ai pas retenu tous les mythes qui étaient représentés, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. J'aurais dû prendre des notes, mais j'ai complètement oublié. En tout cas, c'est un site très très riche. On voit énormément de vestiges différents. C'est très grand en plus de ça, donc on s'est aussi baladé en fait tout simplement. Et on termine avec une dernière mosaïque très ancienne, celle-ci la plus ancienne de Paphos d'ailleurs, qui représente le monstre Scylla. Après avoir déjeuné sur le bord de mer et profité des embruns, nous sommes allés au bain d'Aphrodite, en amont desquels on a pu faire un tour dans une sorte de jardin botanique qui était très agréable, avec une vue magnifique, pour ensuite rejoindre enfin les bains d'Aphrodite, qui sont, selon la légende, l'endroit où la déesse avait coutume de venir se baigner. Puis ensuite nous avons été jusqu'aux cascades de Crémiotis, un lieu assez reculé, c'était un peu difficile d'accès avec la voiture, mais après on a fait une chouette balade au son de la cascade, vraiment un très bel endroit. Pour notre troisième jour à Paphos, nous avons visité les tombeaux des rois, une nécropole
immense qui d'ailleurs tient son nom non pas du fait qu'elle abrite des tombeaux de rois, mais surtout parce que c'était une très très grande nécropole, mais en tout cas qui témoigne de différentes époques, donc il y a différents types d'architecture. Ça passe par des tombeaux assez, on va dire, simples, sans fioritures, à des choses un petit peu plus stylisées. Plus on avançait dans la visite, plus on trouvait des morceaux de pierre taillés, des motifs. Moi j'ai beaucoup aimé celle avec les colonnes, alors toutes ne sont pas d'origine, il y a eu beaucoup de restauration, mais j'ai trouvé l'endroit vraiment magnifique. Et pareil, on a passé énormément de temps sur ce site archéologique, on a dû y passer un peu plus de 2 heures parce qu'il est très très grand. Après un déjeuner tardif sur le bord de mer, on a repris la route jusqu'aux gorges d'Avacas, qui étaient assez recommandées par les guides qu'on avait avec nous. On n'a pas pu se promener très longtemps, on y restait un petit peu moins d'1 heure parce que la nuit allait tomber, donc on a profité un petit peu de cette balade, mais on a dû repartir assez vite. En tout cas, c'était vraiment très très beau, très paisible, il n'y avait pas beaucoup de monde en plus de ça, donc on a vraiment profité de ce moment-là. Le 4e jour, nous sommes rendus à Petra tou Romiu, qui veut dire le rocher du grec, si je ne me trompe pas. C'est une plage très particulière puisque selon la légende, c'est là que Aphrodite est sortie des flots. La naissance d'Aphrodite remonte assez loin dans la mythologie puisque les Olympiens n'étaient pas encore nés. Le titan Chronos affronte son père Ouranos et lui tranche les parties intimes qui vont tomber dans la mer. Et de ce choc naît une écume. Aphrodite, ça veut dire née de l'écume, et donc la déesse Aphrodite se forme au fur et à mesure des vagues et devient donc la déesse Aphrodite qui va venir s'échouer sur l'île de Chypre. On est resté un petit peu au calme sur cette plage et j'en ai profité pour continuer ma lecture de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, que j'aime beaucoup. Ensuite, on a repéré un site archéologique juste à côté qui s'appelle Palea Paphos, où se dressait autrefois le temple d'Aphrodite, ainsi que d'autres édifices plus tardifs, notamment comme une ancienne église, etc. On est resté quelque temps dans ce site archéologique, on a même pu visiter un musée qu'on a trouvé vraiment très chouette. Il y avait beaucoup d'objets de la vie quotidienne, par exemple des céramiques, une reconstitution d'un métier à tisser avec des pesons en pierre, il y avait quelques amphores, quelques sculptures également, une mosaïque qui représente le mythe de Leda. On a terminé la journée par un petit goûter dans un café que j'avais repéré qui s'appelle Eda, où on a pris des boissons ainsi que des petits gâteaux pour bien finir la journée. Le 5e jour, on n'a pas fait énormément de visites, on a eu envie de ralentir un petit peu. On est allé surtout voir un lieu qu'on avait repéré sur Google Maps, mais on ne pouvait pas y accéder vraiment en voiture, donc on a dû laisser la voiture un peu plus loin, et puis ensuite on a simplement marché pendant environ 3/4 d'heure, mais ça nous a fait du bien de faire cette petite promenade pour finalement arriver à notre point de chute qui était un village ancien de Templiers. Donc bien sûr, il ne reste que des ruines. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'explications. En fait, c'est pas du tout un site qui a été mis en avant. C'est vraiment un lieu qui est là et que tout le monde peut voir. C'est vraiment au milieu de nulle part en fait. C'est un petit peu particulier l'ambiance. J'avais un peu l'impression d'être dans une ville abandonnée, mais c'était quand même une découverte assez intéressante. Pour le 6e jour de notre voyage à Chypre, nous sommes allés voir le temple d'Apollon, autour duquel il y avait visiblement comme... alors c'est pas vraiment une ville, mais il y avait des constructions. Normalement les temples sont en dehors des villes, mais là il y avait des bâtiments, des dortoirs, il y avait même de quoi faire du sport, des thermes. Là on le voit ici avec ces salles qui étaient chauffées par le sol grâce à un système d'hypocauste à pilettes notamment, un système que je connais très bien puisque j'en présente tous les jours sur le site archéologique où je travaille moi-même en ce moment. Et d'ailleurs ça fait le lien avec l'autre site que nous sommes allés voir ce jour-ci. Oui, je fais une petite obsession des formations professionnelles, on dirait. Nous sommes ensuite allés voir donc le site archéologique de Courion où il y avait en fait une ville carrément. Donc là il y avait beaucoup de mosaïques, il y avait de très très grands thermes, donc beaucoup de pilettes comme vous avez pu le voir précédemment, des mosaïques sublimes avec des motifs géométriques, mais aussi par exemple ici des gladiateurs qu'on peut voir. On a également une scène de l'Iliade qui est représentée, avec Achille qui est retenu par sa mère au moment où Ulysse vient le chercher pour aller à la guerre de Troie. Vraiment, j'ai adoré cette journée.
Et enfin, nous voilà au 7e et dernier jour que nous avons passé à Chypre. Nous avons fait une petite visite d'un musée. C'était un dimanche et en fait il y avait peu de choses, peu de musées ouverts en fait ce dimanche. Donc on en a trouvé un et donc nous y sommes allés. Nous avons vu plein de petites choses. C'était vraiment pas un musée très très grand, du coup on a fait ça assez rapidement. On a simplement profité aussi pour se balader un petit peu, aller manger au restaurant. Enfin voilà, on a vraiment essayé de profiter au maximum des derniers jours, enfin des dernières heures plutôt qui nous restaient à Chypre. Et puis nous sommes retournés à la plage d'Aphrodite, le fameux Petra tou Romiou, à la plage où, selon la légende, Aphrodite est sortie des flots. En fait, on a fini la journée ici, on est resté tranquillement en face de cette belle plage. Moi personnellement j'ai un petit peu lu et puis on a attendu le coucher du soleil pour pouvoir profiter de tout ça tous les deux et dire au revoir à cette île sur laquelle nous avons passé de très très belles vacances. Vraiment j'ai adoré visiter Chypre, me balader, voir toutes ces choses, tous ces sites archéologiques très très riches. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai visité une île qui m'a beaucoup plu, donc vraiment un très bon voyage. Je vous reviens en face caméra depuis un petit moment, puisque tout ce que vous avez vu avant a été fait avec des images et une voix off, d'ailleurs voix off que je n'ai à l'heure actuelle pas encore tournée, et je pense que ça va être un gros morceau. Je viens clôturer ce vlog parce que je pense qu'il sera suffisamment long, je sais pas encore, je n'ai pas encore du tout démarrer le montage, mais voilà, l'idée de ce vlog c'était de vous emmener avec moi à Chypre, mais je voulais pas vous laisser simplement sur ces images là, je voulais quand même revenir un petit peu en face caméra, histoire de vous parler de petites choses. Déjà bon, c'est un voyage incroyable, on a passé une semaine complète là-bas et franchement c'est un vrai dépaysement. Donc on est parti sur le mois de février, 3e semaine de février, et honnêtement il a fait super bon, on a eu chaud, on était en t-shirt, on a même un petit peu trempé les pieds dans l'eau, alors on s'est pas baigné quand même pas, mais il y a des gens qui se baignaient, donc c'est possible. Honnêtement l'eau était pas très froide, donc bon on aurait pu, mais ce qu'on a surtout fait c'est des sites archéologiques et franchement c'est d'une richesse incroyable. Je vous ai montré quelques petites choses, quelques petits extraits de notre voyage. Alors je n'ai pas tout filmé bien sûr parce que parfois j'avais pas forcément envie de sortir le téléphone pour filmer et voilà, des fois j'aime bien aussi garder des choses pour moi, profiter du moment, et je pense que vous le comprenez. Mais je pense que j'ai quand même ramené pas mal d'images quand même et c'est vraiment incroyable. Voilà, j'ai pas d'autres mots, en tout cas j'ai passé un super bon voyage. Le retour à la maison, alors ça fait du bien de retrouver son chez-soi bien sûr. Voilà, le temps est radicalement différent, on est arrivé sous la pluie. Donc là on est rentré, aujourd'hui on est lundi 26 février. Nous sommes rentrés samedi, mais il était 3 heures passées, donc voilà. Et donc hier, il a fait que pleuvoir toute la journée, on a même eu du brouillard, voilà. Donc on s'est dit, ouais, est-ce qu'on peut repartir parce que c'était un bon, comment dire, un choc brutal, voilà, en arrivant. Donc là, voilà, on a remis les pulls. Hein. Bon, ça nous a fait du bien, cela dit, de partir un petit peu au soleil. C'était vraiment agréable. Donc voilà, on a quand même eu cette petite semaine hors du temps. C'était vraiment très chouette. Pendant le séjour, je vous l'ai montré, je pense, dans les séquences, j'ai lu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, écrit par Heather Fawcett, pas trop comment ça se prononce, publié chez Sabran. Alors, je l'ai commencé à l'aéroport en partant et je l'ai terminé dans l'avion en rentrant. Donc il m'a fait vraiment tout le voyage à Chypre. Alors c'est vrai que j'ai pas trop lu, je lisais un petit peu le soir, mais sans plus. Cela dit, c'est un livre qui est quand même assez dense, c'est écrit avec un langage assez soutenu. Donc il est, voilà, c'est pas un petit roman, en plus il fait combien, 380 pages, un truc comme ça. J'ai bien aimé, même s'il y a certaines choses qui m'ont un peu décontenancé ou j'ai un petit peu moins apprécié. Alors déjà il faut savoir que ça se lit un petit peu comme c'est censé être le journal de bord d'Emily Wilde. Alors c'est un journal de bord sans vraiment l'être parce que je trouve que c'est quand même vraiment très très romancé quand même, mais dans l'idée c'est comme si on avait avec nous le journal de bord d'Emily Wilde qui travaille pour Cambridge je crois et dont les travaux s'orientent sur le peuple des fées, sur les faées. De ce que j'ai compris un petit peu de l'histoire, c'est un univers qui serait un peu parallèle au nôtre. On est dans une autre réalité puisque bon il est question de villes qu'on connaît, hein. Il y a l'évocation de Cambridge, de Londres, de Paris à un moment donné, même si c'est très bref. D'ailleurs, on évoque le roi de Paris. Alors après, c'est vrai que je me suis fait la réflexion de, on ne sait pas vraiment à quelle époque ça se situe, pas assez loin dans le temps, je pense, pour qu'il y ait encore un roi à Paris. Ça pourrait être fin 19e, début 20e.
je pense. Ça pourrait s'orienter vers là, parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas vraiment d'outils comme des téléphones, etc. Il y a des appareils photo, donc on sait que les appareils photo déjà existent, mais comme c'est je pense une réalité parallèle, c'est un petit peu particulier. Donc on va suivre le journal de bord d'Emily Wilde, qui est partie dans un pays nordique. Alors ça s'apparente, honnêtement je crois pas que ce soit mentionné, mais ça s'apparente à la Norvège ou à la Suède, où il y a un peuple féerique qui ne vit que là-bas, qui s'appelle les recluses et dont on sait peu de choses. Et elle, vu qu'elle est en train de recueillir des informations pour écrire une encyclopédie, elle va là-bas pour étudier ces recluses. C'est vrai que moi j'ai beaucoup entendu parler de ce livre-là comme d'un cozy fantasy. Alors je peux comprendre qu'il y ait ce côté un peu cosy, mais moi j'ai trouvé au contraire un petit peu glaçant, un petit peu sombre, et j'aurais pas de moi-même appelé ce livre un cozy fantasy. Parce que oui, il y a quand même des choses très très sombres, parce qu'on étudie le peuple des Fae, et si vous connaissez un petit peu ce folklore-là, il y a des enlèvements, il y a des gens qui rencontrent des Fae à qui il arrive des grands malheurs, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses dans ce sens-là, beaucoup de légendes un petit peu sombres, et bien sûr, on y est confronté dans ce livre-là, donc c'est pas forcément très cosy. J'ai beaucoup aimé, même s'il y a des choses qui m'ont moins plu. J'ai beaucoup aimé l'histoire, je lirai la suite parce que du coup, ce que je ne savais pas non plus, mais j'ai pas forcément fait attention, c'est une trilogie. Donc là, nous avons le premier tome qui vient de sortir en français. Le deuxième tome est déjà sorti, je crois, en anglais. Même si c'est vrai, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs qui m'ont dérangé, c'est un bien grand mot, mais disons que j'ai mis du temps à le lire et parfois le livre me tombait un peu des mains parce que ouais, il y a déjà un langage très soutenu, même dans les dialogues, et c'est vrai que des fois je trouvais que ça me détachait un petit peu de l'action, d'autant plus que c'est construit comme un journal de bord et du coup les actions nous sont racontées, on les vit pas en même temps que les personnages, et du coup je trouve que parfois ça crée en fait une certaine distance, et en plus de ça c'est écrit voilà, à la limite, des fois il faut 3 pages pour décrire une action qui aurait mérité un paragraphe. Bon, ça reste assez plaisant à lire parce que la plume de l'autrice est vraiment très belle. En tout cas, c'est aussi très bien traduit aussi, je pense. Parfois, j'étais un petit peu déroutée par les choix des personnages, notamment ceux d'Emily Wilde, qui est quelqu'un d'assez froid quand même, qui met de la distance entre elle et les gens qu'elle rencontre, qui est très pragmatique, qui est décrit comme très intelligente, mais qui parfois prend des décisions sur un coup de tête, et j'ai trouvé ça un petit peu dissonant par rapport à ce qu'elle... à ce qu'on dit d'elle, voilà. Elle a un peu tête brûlée parfois et du coup je trouve que c'est un petit peu bizarre. En tout cas, ça a été une lecture plutôt agréable, que j'ai vraiment beaucoup aimée, très intéressante, et comme j'ai dit, je lirai la suite avec grand plaisir. J'ai commencé du coup en suivant, j'ai lu 56 pages. J'ai lu les 56 premières pages du roman de Rose Mia, Un léger malentendu. Alors là, 2 salles, 2 ambiances par rapport à l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, parce que vraiment complètement... on change complètement de genre et d'ambiance. Pour l'instant, écoutez, j'en ai lu très peu, donc on est juste un petit peu à l'introduction des personnages, de leur vie, etc. Mais j'aime toujours autant la plume de Rose Mia, sachant que c'est, je crois, le premier livre qu'elle a publié. Elle a d'abord auto-publié, ça a été un immense succès, et ensuite il est sorti en poche très récemment, je crois que c'était l'été dernier, ou peut-être vers septembre, je sais plus exactement. Écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, à part que j'ai hâte de pouvoir continuer. Là, je n'ai pas relu du tout depuis l'avion, hein. Hier, j'étais complètement déphasée, et aujourd'hui, je n'ai pas lu. Peut-être ce soir, mais en tout cas, voilà, ma lecture en cours, qui va d'ailleurs me permettre de remplir et de cocher une nouvelle, en tout cas si j'arrive à le terminer avant le 29, ce qui n'est pas dit. Mais si j'y arrive, ça me permettra de cocher une nouvelle catégorie de mon Cold Winter. Il me reste 3 catégories à valider, donc c'est plutôt cool. Il me reste très exactement 1, 2... ouais, c'est ça, 3 catégories à remplir, sachant que certaines catégories ont été validées avec 2 ou 3 livres, parce que j'avais pas d'autre endroit où les mettre. Donc en tout, aujourd'hui, j'ai lu 14 ouvrages pour le Cold Winter, mais j'aimerais bien essayer de remplir d'autres catégories. Donc là, ça pourrait m'aider à remplir la catégorie 3 du menu Féerie des fêtes, donc S'embrasser sous le gui, où il faut lire une romance, hein. Donc écoutez, je pense que là on est dans la thématique. Il me reste également la première catégorie du même menu qui s'appelle Deck the Halls, où il faut lire un livre avec une couverture rouge ou verte, et là je suis en train également de lire ça. Je l'avais laissé sur ma table de chevet avant de partir à Chypre. Je suis en train de lire le 6e tome des carnets de l'apothicaire, donc voilà, couverture rouge. Vous voyez, je suis en cours de lecture, il me reste ça, donc ça je pense potentiellement que ça peut être validé avant la fin du mois. Voilà, même si il me reste finalement pas beaucoup de jours. Et le dernier que je pourrais valider, c'est la catégorie 5 du premier menu qui s'appelle Noël avec Dickens. La catégorie 5, donc c'est Festin de Noël, avec des mots-clés comme gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents. Là, je pourrais lire la BD Ernesto. Je sais plus si je vous l'ai présenté dans ce vlog-là ou le vlog précédent, mais vu qu'il est question de Ernesto, donc le grand-père de cette histoire, ça pourrait complètement valider cette catégorie. Encore une fois, est-ce que j'y arriverai avant la fin du mois? Telle est la question. Mais
plutôt contente de mon Cold Winter quand même jusqu'ici. J'ai lu plus que pour le pumpkin déjà, donc je suis plutôt fière de moi. Donc voilà pour cette fin de vlog. J'espère que ça vous a plu de passer ces petits moments avec moi. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!